Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Finance Academy dédiée à la bourse. Alors je vous rappelle, vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter, je vous ai mis ici le lien où je suis assez actif puisque je poste quasiment tous les jours. Je vous donne à la fois ma vision des marchés et puis je vous donne aussi le suivi des sociétés que je fais. Alors la thématique aujourd'hui va être comment gérer un portefeuille boursier sans stop. Et on s'inscrit ici dans une construction de patrimoine. C'est-à-dire que tous ceux qui font du day trading, qui achètent le lundi pour revendre le jour même ou le lendemain ou dans la semaine, ne sont pas concernés par cette vidéo. Là, on est sur une construction d'un portefeuille boursier qu'on va intégrer au sein d'un patrimoine avec un horizon plutôt long terme, c'est-à-dire plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies. Et donc là, on est sur comment on va faire pour intégrer de la bourse sans mettre d'ordre stop. Dans un premier temps, on va regarder ce que c'est qu'un ordre stop. Après, on va regarder les avantages et les inconvénients d'avoir des ordres stop. On va regarder les différents niveaux de gestion d'un portefeuille boursier parce que pour pouvoir éviter de mettre des ordres stop, il va falloir prendre un peu de hauteur. Et puis donc on va regarder finalement comment gérer un portefeuille boursier sans mettre de stop dans le carnet. Alors avant toute chose, comme d'habitude, les sociétés que je vais évoquer ici ne sont pas des conseils à l'achat ou à la vente, sont juste des exemples pour pouvoir étayer mes propos. Alors, qu'est-ce qu'un ordre stop? Donc en terminologie, on entend parler mettre ou placer un stop, ou un ordre stop, ou placer un ordre à seuil de déclenchement. Donc tout ça, c'est la même chose, c'est un stop. Après, un stop, c'est quoi exactement? C'est tout simplement un type d'ordre dont le nom exact est ordre à seuil de déclenchement. L'abréviation qu'on voit souvent, c'est aussi SD. Donc j'ai mis ici un exemple de passation d'ordre à seuil de déclenchement depuis mon broker Bourse Direct et on voit que c'est bien un type d'ordre parmi tous les différents types d'ordres qui sont possibles. Et on va passer sur la plateforme pour vous montrer comment on passe un ordre à seuil de déclenchement. Alors me voici sur la plateforme de passation d'ordre de Bourse Direct. Donc ici, pour passer un ordre stop, en supposant que j'ai du Genoé en portefeuille et que je veux me protéger, je sélectionne mon compte, je sélectionne vente, je sélectionne la quantité de titres que je souhaite mettre en protection sous un ordre stop. Et ici, comme je l'ai indiqué, l'ordre stop est un ordre à seuil de déclenchement. Donc je choisis à seuil de déclenchement. Je mets ici ma limite, supposons que c'est en dessous de 2,9 euros. Je veux que mon ordre de vente parte automatiquement dans le carnet. Et ici, si je vais être protégé par exemple jusqu'à la fin de l'année, je mets fin d'année. Et donc là, je valide. Donc là, voilà le détail de l'ordre qui est donc parti chez le broker. Donc la valeur, c'est bien Genoé. J'ai une vente de 100 titres qui a une validité jusqu'à la fin de l'année et j'ai un seuil de déclenchement qui me protège à une limite de 2,9. Alors donc une fois qu'on a cet ordre à seuil de déclenchement qui est donc bien pris en compte par le broker, il va se passer quoi pour la suite? C'est dès qu'une cotation sur Genoé va passer à 2,9 euros ou moins, alors votre ordre de vente il va être lancé dans le carnet d'ordre de Genoé et il va y avoir votre ordre qui va apparaître, une vente de 100 titres au marché et l'ordre il sera prioritaire puisque les ordres au marché sont prioritaires. Donc autrement dit, on va avoir cette bascule en fait qui sera faite automatiquement. Vous avez programmé ici un ordre à seuil de déclenchement à 2,9 euros qui est votre limite. Et donc dès qu'il va y avoir ce cours de 2,9 euros qui va être pris en compte par Euronext ou que vous allez passer sous 2,9 euros, automatiquement votre ordre va se transformer en ordre au marché et sera lancé et validé dans le carnet. Alors quels sont les avantages et les inconvénients d'un stop? Donc les avantages, c'est que si le prix chute sous votre seuil, que vous avez défini, donc ici de 9 euros, donc ça limite les pertes potentielles, notamment de tout perdre sur cette ligne. Bon, pour autant, il y a quand même des inconvénients.
c'est que la vente à seuil de déclenchement en fait se transforme en ordre au marché, comme je l'ai dit. Donc le cours d'exécution il n'est pas connu d'avance. Vous allez être prioritaire et donc vous allez vendre à un certain cours. Ça pourrait être 2,9 comme 2,8 comme 2,85, on ne sait pas. Donc l'ordre de vente il est décidé par le prix du marché et uniquement le prix. Et donc ça ne prend pas en compte vos autres positions en bourse. Ça ne prend pas en compte aussi les autres actifs que vous pouvez avoir. Ça, on y reviendra ultérieurement dans cette vidéo. Donc cela revient aussi à refuser une certaine volatilité. Or, on sait que les marchés sont volatiles. Donc pour moi, le risque le plus fort et l'inconvénient le plus fort d'un ordre stop, c'est que vous risquez d'être sorti d'une position où vous avez investi dans une société avec une thèse d'investissement. La volatilité du marché vous fait sortir et en fin de compte, après le cours, il repart, mais sans vous, parce que vous vous êtes fait sortir. Donc en fait, se pose la question, ok, donc on fait comment pour intégrer des actifs boursiers dans un patrimoine long terme quand on ne met pas de stop? Alors pour répondre à cette question, pour moi, il faut voir les différents niveaux de gestion d'un portefeuille boursier. Donc le premier niveau, qui n'est pas le niveau suffisant pour se passer d'ordre stop, c'est de s'attacher au résultat global de son portefeuille à un instant donné. Donc j'ai pris ici un portefeuille totalement fictif et donc on a un certain nombre de lignes ici avec des sociétés et on va ici regarder les plus ou moins values ici et avec le pourcentage de chaque ligne qui est donc la performance de chaque ligne. Donc on va par exemple pour Air Liquide, on a une plus-value 84 euros qui correspond à une perf de plus 9% sur l'investissement initial. Et donc on va regarder aussi le résultat final où ici quand on agrège le tout, on a une plus-value potentielle de 220 euros, ce qui fait une perf de 2,6% à peu près par rapport au capital initial investi ici. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de gestion, il est beaucoup plus compliqué à appréhender puisqu'il consiste à s'attacher au résultat global de son portefeuille sur toute la durée de vie du portefeuille. Donc là, il va vous falloir une vision long terme. Donc c'est très difficile de se projeter à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans, comment sera votre portefeuille, parce qu'il va se passer énormément de choses à la fois dans le monde, puis à la fois pour les entreprises que vous avez en portefeuille. D'où l'idée d'avoir un processus d'investissement. Alors vous pouvez faire éventuellement de l'investissement programmé, méthode dite DCA, sur des indices. Alors là, vous êtes beaucoup plus lissé sur la performance, puisque vous allez faire la perf des indices, mais au moins vous avez un processus qui va vous permettre de savoir en gros les indices, à horizon 10 ans, 15 ans, ils font quoi, donc moi je vais me projeter, et en mettant par exemple tous les mois une certaine somme, combien j'aurai au bout de 15 ans. Donc ça c'est une façon de faire. Vous pouvez aussi faire une façon que moi je pratique, qui est choisir vous-même les sociétés. Donc là on est sur du stock picking. Et je vais vous montrer donc comment je gère mon portefeuille de sociétés choisies sans mettre d'ordre stop. Pouvoir intégrer en fin de compte ce deuxième niveau sur toute la durée de vie, le stock picking, le premier pilier en fait du stock picking, c'est bien comprendre ce que vous détenez. Donc les actions sont des parts d'entreprise. Donc une entreprise, c'est quoi? C'est des dirigeants. Donc on va s'intéresser aux dirigeants. Ils ont fait quoi? Ils viennent d'où, etc. Les actionnaires, pareil, c'est qui est au capital. Le business de l'entreprise, ils font quoi? Les relations par rapport aux fournisseurs, aux salariés, aux clients, c'est comment? Les parts de marché actuelles, ils ont quoi? La stratégie pour se développer, c'est laquelle? Le financement de tout ça, c'est comment? Etc. etc. Bien comprendre l'entreprise, c'est s'attacher à ces thématiques-là. Et sur ce choix d'entreprise, il faut être très exigeant. Il faut prendre les meilleures entreprises avec des secteurs et des activités que vous comprenez. Il faut prendre les meilleurs dirigeants avec une stratégie claire et un financement adapté. Il y a énormément d'entreprises qui ont des financements qui vous diluent. L'entreprise, elle peut être très bien. Pour autant, si régulièrement la direction fait des augmentations de capital pour avoir des actions gratuites, etc., vous avez une belle croissance. Pour autant, votre quote-part du bénéfice ne fait que diminuer. Donc ça, c'est des sociétés qu'il faut éviter pour pouvoir être vraiment avec un processus d'investissement où vous avez votre quote-part du bénéfice qui augmente régulièrement dans le temps. Et je pense que ce point sur le choix de l'entreprise, il est primordial. Comprenez bien que toutes les entreprises ne se valent pas, tous les dirigeants ne se valent pas, et tous les financements, toutes les stratégies ne se valent pas.
Dans un processus de construction d'un patrimoine à long terme, l'achat, il arrive au sein du processus et non pas au début. C'est pas j'achète et puis après je vais voir ce qui se passe. Rechercher des belles entreprises, ça revient à dépenser son temps comme ça. Ici, vous avez votre barre des temps. Donc en jaune, vous avez la partie où vous n'avez pas encore acheté. C'est je cherche, je fouille, j'enquête, je regarde par rapport au secteur que je souhaiterais avoir, etc. Après, le marché fluctue, arrive en fait la société que vous souhaitez acheter qui a un prix qui vous correspond, qui vous convient, vous achetez, éventuellement même vous achetez en plusieurs fois sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis une fois que vous avez fait votre premier achat, vous suivez votre investissement. Voilà, c'est ça en fin de compte, bien choisir ces entreprises et les gérer. Et c'est cette qualité de sélection de valeur qui va vous permettre d'être à l'aise quand le marché va vous mettre en moins-value potentielle, parce que le marché, il est volatile. Le deuxième pilier, c'est de prendre du recul par rapport au temps pour mieux accepter la volatilité. Et pour ça, il y a des études qui vont nous aider. J'ai mis ici l'un des rares bouquins en fin de compte qui existent sur les placements à long terme en France, qui couvre la période en fait 1857 à 2001, notamment sur les actions françaises. Et j'ai mis ici un tableau qui synthétise en fin de compte les pertes possibles sur les actions françaises depuis 1857 donc jusqu'à 2001. Donc on voit que si vous gardez une action pendant un an, en moyenne sur cette période, vous avez une chance sur 3 en fin de compte d'être en perte et votre perte maxi pourrait être de à peu près 44%. Si vous ramenez votre détention à plutôt une période plus longue de 5 ans, votre fréquence de perte baisse plutôt vers 16%. Et plus vous augmentez votre période de détention, plus votre fréquence de perte tombe pour être à zéro au bout de 15 ans. Alors attention, évidemment, sur ça. C'est qu'il y a ce qui s'appelle le biais du survivant. C'est-à-dire que vu que ça a été fait avec des indices reconstitués, il y a toutes les sociétés qui ont fait faillite, qui ont donc été sorties de l'indice, qui n'apparaissent pas ici. Autrement dit, c'est pas parce que vous détenez une entreprise pendant 15 ans ou 20 ans que vous n'allez jamais perdre d'argent. Il y a des sociétés qui font faillite au bout d'un certain nombre d'années d'existence qui peut être très longue. Donc ça ne veut pas dire qu'au-dessus de 15 ans, la probabilité de perdre la ligne, elle est nulle. Mais la probabilité, elle diminue. Et donc cette étude en France, elle confirme aussi les observations qui sont faites sur le marché US. Donc si je prends par exemple une étude récente sur 2021, de 1920 jusqu'à 2021, sur le SP500 aux US, on a la même tendance. Donc vous voyez que si vous détenez du SP500 pendant un an, vous avez 30% de chances de pouvoir perdre. Et plus vous détenez le SP500 longtemps, plus votre probabilité de perte est proche de 0. Alors voici maintenant le dernier niveau de gestion, qui est le troisième niveau de gestion, qui consiste à s'attacher aux résultats de tous vos actifs sur toute leur durée de vie. C'est-à-dire on prend le deuxième niveau et au lieu de faire que de la bourse, on intègre tous les actifs que vous avez. Donc tous les actifs que vous avez, en fin de compte, déjà il y a vous, en fonction de votre âge, de votre situation professionnelle, vous allez sur toute votre durée de vie créer énormément de valeur. Il y a les actifs que vous pouvez avoir à l'instant T, l'immobilier, est-ce que vous avez votre résidence principale ou pas, est-ce que vous avez de l'immobilier en location ou pas. Après vous avez la trésorerie, les assurances vie en euros, en unité de compte, plan d'épargne d'entreprise, les pertes perco, etc., etc., etc. Donc là, sur ce niveau-là, vous agrégez tous vos actifs. Et je vous donne ici un exemple de quelqu'un qui a par exemple 30 ans, qui est commercial, qui est célibataire sans enfant et qui est actuellement en location. Donc les actifs qu'il a, c'est ça. Donc supposons qu'il a par exemple un parking qui est en location, qui vaut 7000 euros. Il a une assurance vie en euros, 6000 euros. Il a acheté des titres en bourse. La valo du titre, c'est 5600 euros. Il a des liquidités pour 5000 euros, etc., etc. Donc j'ai mis en jaune les actifs boursiers. Et vous avez ici la somme de la valeur de ces actifs, c'est donc 35 000 euros. Donc ça, c'est donc ses actifs bruts. Et il a une dette de 7 000 euros qui a été utilisée pour financer son parking. Et donc, ce qui fait que son actif net, il est de 28 000 euros. Et donc, dans ce niveau de gestion, vous allez en fait regarder le pourcentage de chaque ligne par rapport à votre actif net. Donc, vous voyez que le parking, ça vaut 25% de l'actif net. La première ligne en bourse, c'est 20%. Le deuxième titre en bourse, c'est 11%, etc. Donc si par exemple, en supposant que notre titre Genoé, c'est le titre 4,
Ici, vous avez donc 7% de votre patrimoine net qui est donc du Génoé. Si jamais la ligne est cool, en fait, vous vous retrouvez quand même avec, toutes choses étant égales par ailleurs, 93% du patrimoine qui existe encore. Donc ça vous permet de relativiser la volatilité possible sur le titre. Et donc ici, j'ai synthétisé par classe d'actifs votre patrimoine. Donc les titres en bourse, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est 15 000 euros. Donc cette personne a 53% de son actif net qui est en bourse. En supposant par exemple que cette personne elle a une capacité d'épargne de 3 000 euros par an, ça voudrait dire que par exemple en un an, elle serait capable de rembourser entièrement la valorisation actuelle de son titre qui s'appelle titre 2. Donc vous voyez, cette vision en fin de compte beaucoup plus en recul qui agrège énormément de choses sur tous les actifs que vous avez, votre capacité d'épargne, etc., ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus sereine face à la volatilité des marchés. Ça vous permet de gérer vos pondérations et éventuellement de vous projeter sur le futur. Alors à partir de là, quelles sont mes parades pour remplacer le stop? Je rappelle, investir, ça reste un art. Il n'y a pas de solution toute faite pour réussir ces investissements. Avec un stop directement dans le carnet, il y a tout qui est automatisé, vous avez fixé votre prix, mais moi je ne fais pas ça. Donc ce que je vais vous dire ici, c'est ma façon de faire. Il est possible que vous ne soyez pas à l'aise avec ça, etc. Moi, je vous partage juste ma façon de construire mon patrimoine à long terme avec des actifs boursiers. Alors première phase, préparation. Donc j'essaie de prendre les meilleures ou les bonnes entreprises et de bien connaître la création de valeur, avoir un souci du détail qui soit très très fin, bien comprendre les boîtes. Pas besoin de 40 ou 50 boîtes, une petite poignée, une dizaine, une quinzaine, ça suffit quand on connaît très très bien la création de valeur, ça suffit pour construire un patrimoine à long terme. Et donc j'ai des thèses d'investissement. J'avais fait une vidéo sur les OPA et les dividendes, comment trouver les OPA et comment trouver de gros dividendes. Donc ça, c'est exemple d'une thèse d'investissement. Et mes thèses d'investissement, elles sont diversifiées de manière à ce que j'ai pas tout qui soit par exemple dans le bâtiment. Et j'attends après des prix qui sont pas trop chers. Et après dans l'exécution, je fais comment? Donc j'achète à des prix si possible pas trop élevés. Et j'ajuste en fait la pondération de la ligne en pourcentage de mon patrimoine net, comme je l'ai expliqué dans le tableau précédent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce pourcentage du patrimoine net, il est donc fonction de facteurs boursiers. Je ne mets pas 100% de mon patrimoine boursier dans un seul titre, mais il est aussi fonction en fait de facteurs personnels, en fonction de mon âge. Donc à 50 ans, j'investis pas pareil que quand j'avais 30 ans. La situation de famille, etc., la capacité d'épargne, etc. Et après, j'effectue donc le suivi, c'est-à-dire l'actualité des entreprises. Je suis aussi la pondération en pourcentage de chaque ligne de mon patrimoine net et je l'ajuste si besoin. Et je suis évidemment les plus ou moins values latentes. Donc tout ça se fait dans l'intégration du patrimoine global. Et donc se pose la question, mais alors si je ne mets pas de stop, que je fais du suivi, quand est-ce que je vends, quand est-ce que j'allège? En fait, j'ai des critères qui sont à appréciation personnelle. C'est si la thèse elle est mauvaise, si je me suis trompé, si je pense que ce que je comptais pouvoir capter en création de valeur, en fait, c'est pas bon. À ce moment-là, je vends, que je sois en plus-value ou moins-value. Si la valorisation par la bourse me semble très chère. Donc ça arrive en période de bulle. C'est plutôt rare d'ailleurs que je sois sur ces critères-là, mais ça peut arriver. Si la pondération de la ligne en pourcentage du patrimoine net est trop forte. Par exemple, la ligne elle a énormément monté, beaucoup plus vite que le patrimoine, donc je me trouve avec une surpondération sur cet actif boursier et en fin de compte donc j'allège. Ou si à l'inverse la pondération de la ligne est trop faible, soit en fin de compte je remets du capital dedans pour remonter une ligne à une pondération un peu plus normale avec ce que je souhaite, soit ça veut dire que j'ai pas confiance pour pouvoir renforcer ma ligne et ça veut dire que potentiellement je me trouve peut-être dans une thèse qui est mauvaise. Donc à ce moment-là, je sors, je vends tout. Un autre critère, c'est si la moins-value latente elle est significative en pourcentage du patrimoine.
Alors, significatif, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Là, on est sur quelque chose de subjectif. J'ai pas de données chiffrées, c'est selon ma propre appréciation par rapport à ma connaissance de l'entreprise, de la création de valeur, par rapport à la thèse. Est-ce que ça se passe plutôt bien, moins bien, etc. Alors donc, on synthèse. Donc les ordres à seuil de déclenchement ont des avantages et des inconvénients, mais pour le long terme, moi je pense que les ordres stop sont à éviter. Ne pas utiliser d'ordre stop, ça ne veut pas dire ne jamais vendre, hein, voir le processus d'investissement et le suivi. Une vision globale de tous vos actifs sur toute leur durée de vie, ça vous permet plusieurs choses. De relativiser l'impact de la volatilité des marchés boursiers sur votre patrimoine, d'avoir le ton long boursier avec vous et diminuer donc la probabilité de perte, comme on l'a vu, et de piloter la pondération de vos classes d'actifs en fonction de votre âge, en fonction de votre situation familiale, en fonction de vos revenus, de votre capacité d'épargne, etc. Donc là, vous avez une prise de hauteur qui est maximale. Vous intégrez tout, y compris votre situation familiale, etc. Et donc, on est très très loin du focus sur la ligne spécifique où vous voulez mettre un stop. Bon voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!